Laurent Hugli, bonjour. Vous venez de publier chez Mama Édition Mère, l'enseignement spirituel de la forêt amazonienne. Donc vous êtes chamane. Évidemment, ma première question, c'est quel est le rapport entre le chamanisme et les animaux? Alors c'est un rapport qui est très intime, moi je dirais, parce que dans la plupart des traditions chamaniques, les chamans ont pour esprit tutélaire, c'est-à-dire ont pour enseignant les animaux, quoi. Donc les animaux sont vraiment perçus comme étant des personnes à part entière. Il y a cette vision que j'aime beaucoup et qui est très poétique d'une certaine manière d'une horizontalité en fait des différents règnes du vivant. Donc dans une perspective chamanique, il n'y a pas vraiment de hiérarchie entre l'homme, les animaux, les plantes, les minéraux, etc. Tout est perçu comme faisant partie de la même famille. Et dans cette famille, les animaux ont une place très importante et sont très souvent considérés comme les maîtres de la sagesse. Donc en fait, la plupart des chamans traditionnels ont dans leur bagage, et je dirais dans leur bagage personnel ou dans leur histoire personnelle ou dans leur histoire initiatique, une rencontre importante avec un animal sauvage ou alors un animal sauvage qui vient leur rendre visite dans les rêves et qui vient leur enseigner. Parce qu'il y a une sorte de perfection en fait dans le fait d'être animal et que dans la sagesse chamanique, qui est la plus ancienne sagesse du monde en fait, le fait d'être animal aussi ou de devenir animal, ça fait partie en fait du chemin. Voilà, on redevient animal, mais au sens vraiment noble du terme, quoi, au sens de retrouver cette force et cette sagesse naturelle, quoi. Et quand vous parlez de tous les animaux, est-ce qu'il y a des animaux totems? Est-ce qu'il y a des animaux un peu symboliques pour les chamans? Alors oui, ça dépend. Alors déjà, on dit souvent le chamanisme, mais c'est les chamanismes. En fait, il n'y a pas vraiment une tradition ou une doctrine. Ça dépend vraiment du contexte culturel, du contexte aussi climatique, en fait, où on se situe sur Terre. Donc selon les régions, selon les pays, selon les continents, les chamans ont des affinités avec certains animaux, certains esprits d'animaux, comme on les appelle. Je peux donner quelques exemples qui sont Oui. assez connus ou assez qui illustre bien ça. Par exemple, en Amazonie, c'est le colibri qui est en fait le messager de la forêt amazonienne, et c'est un animal qui est considéré comme étant extrêmement important parce que, en fait, c'est lui qui fait le lien entre les plantes, les animaux, c'est lui qui pollinise aussi. C'est un petit peu comme les abeilles chez nous, quoi. Et ce colibri, les chamans l'invoquent dans leur chant, dans leur cérémonie, et c'est lui qui vient apporter cette lumière, qui est la lumière, on va dire, du vivant, la lumière de la terre-mère, ou la lumière de la forêt-mère, comme ils l'appellent. Ensuite, si on va chez les Amérindiens, c'est du Nord, d'Amérique du Nord, c'est les grands animaux classiques que sont le loup, le cerf, le wapiti, l'ours, la médecine de l'ours, qui est une tradition très importante chez les Lakota, par exemple. C'est-à-dire la médecine de l'ours? C'est-à-dire que l'ours est considéré comme étant tellement proche de l'être humain qu'il a en fait une affinité quasiment, je dirais, c'est un frère. L'ours est un frère, et dans sa structure animale, il y a une force et il y a une capacité de guérison qui est perçue par les chamans comme étant fondamentale, quoi. Donc la médecine de l'ours, c'est une spécialisation de certains hommes médecine. C'est comme ça qu'on les appelle les chamans chez les Amérindiens. Donc certains hommes médecine sont des spécialistes de la médecine de l'ours et invoquent l'ours en fait lorsqu'ils font des soins. Ensuite, si on va du côté de la Sibérie, qui est en fait l'origine du mot chaman, le mot chaman c'est un mot qui vient de Sibérie à la base, là également il y a les animaux locaux, les animaux de la faune typique en fait de Sibérie qui sont présents, etc. Donc ça dépend vraiment de où on se situe sur Terre, mais les animaux sont toujours présents et c'est vraiment eux les gardiens du savoir ancestral, on va dire ça comme ça. Ouais. Et vous, Laurent, quel est pour vous un animal qui représente justement à la fois votre chamanisme, puisqu'on ne peut pas dire le chamanisme en soi, et qui symboliquement représente quelque chose? Alors, je travaille aussi avec des esprits d'animaux, mais sauf que c'est des animaux de chez nous. Alors, j'ai été formé ailleurs, c'est-à-dire que j'ai surtout été formé en Amérique centrale, au Mexique. La première fois que je suis allé au Mexique, c'était en l'an 2000. Ça a été un peu le début de mon chemin chamanique, en tout cas d'un point de vue vraiment de la rencontre avec les peuples traditionnels. Mais ensuite, quand j'ai commencé à pratiquer en Europe et que j'ai voulu développer ce type de chamanisme-là, c'est-à-dire qu'il y a une réémergence de la pratique chamanique en Europe avec les esprits ou avec les animaux ou avec
comment dire, la nature qui est la nôtre ici. Donc pour donner aussi quelques exemples concrets, je travaille beaucoup avec l'aigle. Alors l'aigle royal, qui est un animal qui m'accompagne dans mes pensées, dans mes rêves, également lorsque j'écris, et que alors j'étais passionné d'ornithologie quand j'étais adolescent et j'ai eu la chance de voir un aigle royal. C'est un animal qui est beaucoup plus rare que ce qu'on le pense. Souvent, on dit les aigles, mais c'est souvent des buses ou c'est souvent des milans qu'on voit dans les campagnes, c'est pas vraiment des aigles. Donc l'aigle royal que j'ai vu un jour, je me souviendrai de ce jour toute ma vie, ça a été une rencontre chamanique, c'est-à-dire que c'est comme dans l'initiation traditionnelle, c'est la quête de vision. Le chaman se retrouve seul dans la nature et un animal lui apparaît et cet animal le prend sous son aile, et c'est le cas de le dire. Un autre animal qui est très, je dirais, plus lié à la France, dans les Pyrénées, l'isard, qui est en fait un ongulé, voilà, typique des Pyrénées. J'ai rencontré une fois un isard lors d'une randonnée en solitaire et c'était une journée très importante pour moi parce que j'étais en train d'écrire le livre mère et je coinçais sur un chapitre. Je devais passer une sorte d'étape, voilà, pour pouvoir refluidifier mon texte. Et ce jour-là, pendant ma randonnée, au détour d'un chemin, je suis tombé sur un isard. Et de l'avoir vu, ça m'a tellement touché émotionnellement que ça a débloqué en fait ce blocage qui était un blocage, je dirais le blocage vraiment de l'auteur devant sa page qui ne sait plus quoi faire. Donc en fait ces interactions entre animaux et êtres humains qu'on retrouve dans les cultures traditionnelles et qui sont très documentées et qui font partie de la mythologie, on peut très bien également les vivre aussi chez nous. Un dernier exemple qui est vraiment l'exemple au quotidien et que j'aime bien, le rouge-gorge, pour moi c'est un oiseau qui a une force spirituelle énorme et à chaque fois que je vois un rouge-gorge, ça me rappelle que je dois avancer sur mon chemin parce qu'un jour j'ai rencontré également un randonneur en rouge-gorge qui m'a montré le chemin, quoi. Donc toutes ces interactions qui sont du domaine du poétique en fait ou de la mythologie personnelle, c'est ça qui forme en fait le bagage spirituel de la chamane ou du chaman, quoi. Merci beaucoup.